L'usure désigne l'intérêt d'un prêt au taux abusif en Côte d'Ivoire. Ceux qui pratiquent l'usure sont généralement appelés les margouillas. Les plus grandes victimes, les fonctionnaires ivoiriens. La méthode consiste à prêter de l'argent avec un fort taux de remboursement qui n'obéit à aucune méthode de calcul. Une fois liée, la situation financière et humaine de ces fonctionnaires se dégrade. Pauvreté, maladie et malheureusement la mort. Les usuriers, le calvaire des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui et nous en parlons avec nos différents invités. Sur le plateau, Nguessan Essankwa Jules, il est le président de l'ONG EFADSI, Entraide des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés en difficulté de Côte d'Ivoire. Il est accompagné de son vice-président, M. Soumaoro Mamadou. Nous sommes aussi en compagnie du président de l'ONG ABEFI, Action pour le bien-être des fonctionnaires ivoiriens, Savané Moriféré. Et enfin, Pierre-Fabrice Adon, auteur, entrepreneur et coach en gestion efficiente des finances personnelles. Bonsoir, bienvenue, place au débat. Les usuriers, le calvaire des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Nous sommes avec nos différents invités sur le plateau et nous allons en parler aujourd'hui. Monsieur Savané Moriféré, vous êtes le président de l'ONG ABEFI. Comme je le disais tantôt, vous avez mené de nombreuses actions pour la défense des fonctionnaires qui en sont largement victimes. Est-ce que, avant de commencer, avant de mettre le pied dans le plat, disons, est-ce qu'on peut déjà avoir la définition des margouillas? C'est qui un usurier appelé communément en Côte d'Ivoire margouilla? Merci mademoiselle de m'avoir donné la parole pour ouvrir le débat, ce débat si important, si sensible sur un domaine qui gangrène l'économie de la Côte d'Ivoire. Avant tout propos, avant de dire d'abord qu'est-ce qu'un usurier, je voudrais donner la définition de l'usure. L'usure d'abord c'est un intérêt, un profit exigé ou exigible d'une somme prêtée à un taux hors du commun, hors des normes fixées par la loi. Et à partir de ce moment-là, un usurier, c'est celui qui s'adonne à cette pratique. Et un usurier, nous, on l'appelle généralement des prêteurs qui prêtent à un taux d'intérêt trop élevé. D'accord. Maintenant, par extension, un usurier, c'est une personne qui tire profit des malheurs ou bien des nécessités des autres. Maintenant, pourquoi on les appelle margouillas en Côte d'Ivoire? Non, margouillas parce que c'est le système, et comment vous appelez ça, du retour de l'envoi, comment je vais dire ça, le retour de l'envoyé à l'envoyeur, de l'envoyeur à l'envoyé. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? D'accord. Parce qu'une fois que vous mettez là-dedans, c'est un cycle infernal. Un cycle infernal. Ah oui. Donc c'est pourquoi on parle de margouillas. D'accord. Merci beaucoup, Président. Monsieur Soumaoro, vous êtes banquier de profession. Vous avez certainement eu affaire aux margouillas. Déjà, est-ce que vous avez déjà été victime des margouillas? Je vous remercie. Je dis, avant de parler, j'ai été très surpris de votre studio et de ce que vous faites. Je remercie votre chaîne. C'est nous qui vous remercions. D'avoir eu le courage de parler de ce sujet qui véritablement décime les Ivoiriens et tue beaucoup de fonctionnaires. Non seulement j'ai eu affaire à eux, j'ai été victime d'eux. Je suis cadre de banque à la retraite. Quand j'étais dans mes activités plus jeune et plus cadre, je prends l'exemple quand j'étais à Boaké. Il y a un réseau tel que vous ne pouvez pas échapper. Le margouillat, il a 300 chèques, 200 chèques. Les fonctionnaires qui ont pris de l'argent, le président va vous expliquer comment ils multiplient, comment ils font de l'argent. Mais je dis au cas pratique.
il vous indexe, vous êtes responsable. Je n'étais pas chef d'agence, mais je m'occupais de la clientèle privée. Monsieur, je voulais savoir, dès qu'on fait le virement, il faut que je sois informé avant le propriétaire du compte. Et c'est ce qu'on a fait. Mais j'avais entre 500, 1 million, 1,5 million par mois, hein, des pourboires qu'on donnait. Ok. Donc, je dis, c'était pas mon salaire. Voilà, quand je donne l'information et je vois la caissière qui est là, qui était sous mes ordres, on paye le chèque du monsieur. Et le fonctionnaire arrive après. C'était un cirque qui était infernal. C'était pas bon. Monsieur attaqué aussi. Le gars vient avec son chèque. Je dis non, il faut prévenir le fonctionnaire. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Ouais. Ça, c'est quand vous étiez dans la banque. Tout à fait. Voilà. Maintenant, après, je viens, mais il y a le revers de la médaille. Pas après, quand j'ai commencé à faire d'autres affaires, parce que je suis parti. Et je suis venu en séminaire à Abidjan. J'avais un logement ici, une voiture, et puis bon, une autre voiture à Boaké. Je suis venu avec la voiture de Boaké, et elle présentait quelques petits signes. On me dit, ta fille ne se porte pas bien, il faut que tu rentres à Boaké la chercher, on va l'envoyer au CHU, sinon elle va décéder. Ah, là, je n'ai pas de sous. Je vois un, je dis, ah, j'ai besoin d'un peu d'argent, je dois la Boaké, prendre la petite, je viens, et puis tout ça. Il dit, combien? Je dis 300 000, il dit, bon, je vais te montrer quelqu'un. Il m'a envoyé, monsieur, il peut me donner 300 000, mais je dois payer 600 000. Monsieur, je paye ça à la fin du mois quand même. Il dit, non, je dis, bon, donnez-moi une dizaine de jours, je vais avoir une entrée. Il dit, non, vous prenez l'argent, mais la garantie, c'est votre voiture. Ok. Ok. Donc, avant de lui donner la voiture, on voit un huissier. On va, voiture, tout ça, on garde quelque part, on va. Je lui donne la clé électrique de la voiture, l'huissier est là, ils se connaissent. Et puis, je pars chercher ma fille, on était jeudi. Lundi, mardi, j'ai une entrée d'argent. Donc, tu dis, ah, envoyez le monsieur, voilà votre argent. J'ai pris l'argent, je dis, bon, mardi, j'ai de l'argent, je vais le payer. Il dit, ah non, non, vous me payez tout mon argent. Il dit, comment? Il dit, vous payez les 600 000. Donc, je me mets à faire des histoires avec lui. Je dis tout ça. On dit, il faut payer, sinon ta voiture est là. Je paye les 600 000. On va aller chercher ma voiture. C'était là, il y avait problème. Je n'ai pas pu mettre la main sur cette voiture. Et pourquoi? Parce que ils ont des relations avec tout le monde. Tout ce que j'ai vu, le huissier avait disparu. Pourtant, vous avez redonné l'argent que vous avez prêté. Je lui ai donné l'argent. Les 600 000, j'ai donné. L'huissier ne pouvait pas. Quand on va à un commissariat, mon Dieu, ils ont un réseau. Pas possible. D'accord. Quand on va à tel endroit, pas possible. D'accord. Jusqu'à ce que, je termine, jusqu'à ce que on se batte véritablement. Mais quand on a retiré ma voiture, c'était grâce à un procureur qu'on appelait nous Plaisanant, que je salue au passage. Mais on est allé trouver la voiture, elle était presque dépiécée. Il dit non, je n'ai pas pu mettre la main sur ma voiture. D'accord. Donc j'ai payé l'argent. À moins de 2 semaines, j'ai perdu 600 000 et je paye ma voiture. Voilà où j'étais victime dans cette affaire. Avant de continuer, est-ce qu'à partir de cette expérience, vous avez continué ou bien vous vous êtes arrêté à ça? Non, attends. Je n'ai pas besoin de ça, je ne le fais pas. Au contraire, vous avez arrêté? Non, complètement. D'accord. Pour moi, c'était un truc qui passait là, rapidement. Merci beaucoup. Alors, coach Pierre Adon, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans son cas. Heureusement, bon, peut-être pour lui qu'il a arrêté plus tôt. Mais comment on peut comprendre dans son témoignage? Il disait tantôt, j'avais des pourboires vraiment énormes à la fin du mois avec ce que je faisais. Ça n'a rien à voir avec mon salaire. Quelqu'un qui a toute cette somme-là à la fin du mois, comment on peut comprendre qu'un problème se pose et puis la personne est sans sous? Comment vous expliquez cela? Un commentaire sur tous ces témoignages, tout ce que vous venez d'entendre. Je ne devais pas revenir sur la définition de l'usure, de l'usurier, mais ce qu'il faut noter, c'est que l'usure est un délit, comme ils l'ont si bien dit. Et mon confrère qui est là a vécu son témoignage des deux côtés, deux côtés de la médaille. Qu'est-ce qui se passe généralement? Il a parlé de sa fille qui était malade. Oui. Donc il y a une situation d'urgence. Généralement, ces personnes n'ont pas d'épargne, puisque épargner consiste à anticiper la situation. Si
il avait mis l'argent de côté en se disant que ma fille pouvait être malade, il pouvait avoir tel ou tel problème. Alors, lorsque la situation allait se présenter, il allait puiser dans son épargne. Mais sûrement, il vivait au-dessus de ses moyens, donc il n'a pas mis de côté. Donc, lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, vous pouvez vous retrouver devant les margouillards. Et là, la vie de sa fille était en danger. C'est pourquoi il a fait mains et pieds pour récupérer l'argent. Donc, c'est la situation d'urgence qui pousse à 80% les fonctionnaires, les travailleurs à se retrouver devant les margouillards. D'accord. De toute façon, on va revenir encore sur ce sujet, sur cette question et surtout sur son témoignage, ce qu'il vient de dire. Si ça va, peut-on connaître les différentes formes du phénomène des margouillards, c'est-à-dire les différentes déclinaisons, si à non? Merci. Oui, il y en a de deux sortes. D'abord, il y a la première partie, la première forme qui est, que moi j'appelle la forme directe, où le fonctionnaire et l'usurier sont en contact direct. C'est entre eux que l'affaire se construit et se conclut. Et à partir de ce moment-là, les deux interlocuteurs, c'est l'usurier et le fonctionnaire. Mais l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'usure indirecte, où le fonctionnaire n'est plus maître de l'opération, n'est plus maître de la transaction. Il y a une tierce personne ou bien une tierce structure qui se met entre le fonctionnaire et comment vous appelez, l'usurier. Et à notre grande surprise, c'est ce qui est décriant, c'est ce qui n'est pas bien, c'est l'État de Côte d'Ivoire par la structure qu'on appelle le trésor et la solde. Et ça, j'ai dit toujours que c'est la forme la plus stressante, la plus meurtrière de l'usure. Parce que lorsque votre salaire est attaqué, entre guillemets, à la fin du mois, vous ne savez pas comment vous allez gagner à la fin du mois par rapport aux charges fixes qui sont le loyer, l'électricité, l'eau et tout ça. Et là, vous êtes au bord du souci, c'est un gouffre sans fin. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même forme. Hein? Oui. Vous avez besoin d'argent, l'urgence, mon collègue l'a dit, l'urgence est là. Vous allez voir quelqu'un, vous envoie quelque part. Dans une licorne, on dit, bon voilà, vous avez besoin d'argent, 100 000, pour moi, vous donne 150 000. Il est tout joyeux, il prend les 150 000. Non, avant d'aller, voici telle marchandise, vous devez prendre ça. Et la marchandise coûte 750 000, mais 800 000 pour 150 000. Quand vous n'êtes pas prêt à nous donner ça comme ça, nous allons passer par votre employeur, qui est l'État de Côte d'Ivoire. Et votre situation est gérée par la solde et le trésor. Voilà pourquoi ces gens-là vont, moyennant des papiers signés de façon éparse là, on envoie ça et à la fin du mois, le fonctionnaire se voit prélever indûment, de façon farfelue et injustifiée. J'appelle ça l'usure indirecte. C'est-à-dire fonctionnaire usurier, mais entre eux, il y a une tierce personne qui est la solde ou le trésor et grosso modo, l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, Président Nguessan, comment il procède ces usuriers pour approcher les gens? C'est quoi la technique? Avant de répondre précisément à cette question, je voulais ajouter à ce que disait mon collègue président de l'ONG ABEFI. Je voulais dire que sur la forme de la pratique, il faut noter qu'il a bien dit, il y a deux formes, directe et indirecte. Dans la forme directe, il y a le prêt d'argent. Dans ce cas-là, l'usurier a de la liquidité sur lui. Les gens que vous voyez au plateau, ils ont au moins 5 millions sur eux, se promènent avec. Vous avez besoin d'argent, vous venez et ils vous prêtent selon ces conditions. Ensuite, dans ce système, dans ce prêt direct-là, il y a, j'allais dire, ce que j'ai appelé moi la famille des femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi dedans. Ces femmes-là, elles te prêtent de l'argent, elles ont aussi de la liquidité. Mais ce qui est bien chez les femmes,
c'est qu'elle ne dépasse pas le taux de 50%. À la fin du mois, tu payes les intérêts jusqu'à ce que tu sois capable de payer et le capital et l'intérêt une seule fois. Donc pendant 10 ans, tu peux payer les intérêts tant que tu n'as pas réussi à payer une seule fois et le capital et l'intérêt. Ça, souvent, c'est beaucoup plus supportable parce que c'est pas stressant. À la fin du mois, si elle a dit 35 000 francs, tu as pris 50 000, elle dit bon, tu ajoutes 25 000. À la fin du mois, tu viens, tu lui donnes les 25 000. Les 50 000 francs sont là. Chaque mois, tu donnes 25 000. Vous imaginez que si pendant 10 mois, vous donnez 25 000, vous voyez ce que ça fait déjà. Alors qu'il faut que vous arriviez à donner donc un jour 75 000 fois, une fois, pour que vous arrêtez le système. Et puis, en plus de cela, il y a les crédits avec les maisons de crédit d'électroménager. Mais là encore aujourd'hui, c'est devenu plus grave. Parce qu'à l'époque, c'était des maisons qui existaient. Mais aujourd'hui, c'est des maisons fictives. Nous avons des témoignages qui sont ahurissants. Pourquoi? Aujourd'hui, vous allez prendre, les gens vous apportent. Vous avez parlé de comment on vous approche. C'est ça. Mais c'est comme dans la traite négrière. Il y a les rabatteurs. Dans la traite négrière, c'est les rabatteurs qui allaient chercher les esclaves pour venir les vendre. Il y en a dans le système des margouillas, il y a des rabatteurs, il y a des complices. Les banquiers sont dedans, à la solde dedans. Il y a des margouillas même qui ont leur bureau au trésor à la solde là. Moi je connais. Demain même si vous voulez on s'en va là-bas, ils vont nous remplir les papiers. Ça sera avec plaisir. Un bon reportage pour Business 24. On vous approche. On vous approche. Souvent c'est les complices. Je prends un exemple. Vous allez dans une banque, vous n'êtes plus éligible à un crédit. Et puis vous êtes surpris qu'en sortant, il y a quelqu'un qui va vous approcher pour savoir. Monsieur, vous avez des problèmes. C'est bizarre quand même. Monsieur, vous avez un problème? Mais effectivement, vous avez un problème. Comment il sait que vous avez... Comment il peut vous approcher pour savoir que vous avez un problème? Donc, allez-y comprendre. Comment il peut savoir que vous qui sortez maintenant de la banque, vous avez un problème? Mais monsieur Soumaro, dans votre cas, c'est vous qui avez approché l'usurier ou c'est l'usurier qui vous a approché? Je voulais rectifier certaines choses. Oui, allez-y. Et véritablement poser le problème qu'il y a. Et comment c'est arrivé. Vivre au-dessus des moyens, ceux qui vont à l'usure, c'est entre guillemets. Moi, j'étais bien payé, j'avais de l'argent. J'étais à Abidjan, il n'y avait pas ces histoires de cartes, il n'y avait pas ceci, cela. C'était pas maintenant. Je vous parle des années 90. Donc, sur place, je n'avais pas d'argent. Et ce que j'avais avec moi, j'étais juste venu en séminaire. Donc, je n'avais pas d'argent. Il fallait que je retourne automatiquement. Il y avait le carburant, il y avait tout ce qu'il fallait faire. C'est pourquoi j'ai eu besoin de l'argent. Sinon, comme je ne voulais pas, je ne vais pas me tirer le fleuve, mais je vivais tranquille. J'avais 2 véhicules, j'avais ceci, je faisais ce que je pouvais. Et puis quand je venais, bon, je dormais sans publicité à Nouveau-Tel. Donc, j'étais moi. Vous avez fait la pub quand même. Donc, c'est pour dire donc, après, dans vos millions, il faudra voir la part de publicité. Je veux dire que ce n'est pas forcément ça. Il y a des problèmes immédiats qui se posent. Et vous ne savez pas, actuellement, si je vais avec ma carte bancaire, je fais ceci, mais en 90, je ne savais pas. Même appeler, c'était compliqué. Voilà. Et puis bon, donc il y avait tout ça. Est-ce qu'il fallait que j'attende que je parte à la banque? Ils appellent d'abord à Boaké, ils font ceci. J'avais besoin d'argent pour partir tout de suite. Parce que, en fait, la fille, on avait découvert qu'elle venait de faire la typhoïde. Et jusqu'ici, à son âge, elle vit, mais elle est toujours faite parce qu'on a soigné, mais c'était difficile. On est allé la chercher de Boaké ici. J'arrive, il fallait régler les problèmes d'ambulance. Je l'ai pris de ma voiture, on est venu. Non, bref, c'est pour dire que ce n'était pas parce qu'on vivait au-dessus de moyens. Mais comment ces choses-là arrivent? Vous savez, dans l'ancien temps, ce système a existé en Europe. Il y a eu l'évasion de l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest par les gars de la Méditerranée qui maîtrisaient le système, la stratégie financière. Donc ils sont allés dans ces pays-là. Quand les rois grecs sont arrivés, pour financer les guerres et financer leur patrimoine, c'est ceux-là qui leur faisaient des prêts avec intérêt. D'accord. Donc on a appauvri, s'il vous plaît, on a appauvri les populations autochtones par ces groupuscules qui arrivaient dans ces pays-là. Si bien qu'après, il y a eu, on a dû les chasser, on a dû chasser ces halogènes, ça crée des problèmes. Maintenant ici, en Côte d'Ivoire, nos dirigeants
à la prise de l'indépendance, le président Houphouët a pris des dispositions pour que ça n'arrive pas. On a créé le Crédit Côte d'Ivoire. Le Crédit Côte d'Ivoire aidait les fonctionnaires tout de suite pour que vous ayez un peu d'argent et que vous n'allez pas faire, je vais appeler, des bêtises. On a créé des sociétés pour les produits électroménagers. Je vais parler de Côte d'Ivoirienne. Je vais parler de Uniwaran. Il faut créer tout ça. Vous pouvez aller vous servir parce que c'est l'été là. Et arrivé, il faut créer la banque, la Bélec. Parce que quand on a fait la psychologie, on a fait la Bélec pour que les gens puissent avoir des facilités pour aller. Mais quand nous sommes arrivés, toutes ces sociétés aujourd'hui ont disparu parce que ce qu'on dit, les jeunes cadres sont arrivés avec leur technicité, il fallait tout arrêter parce que le vieux avait mal fait, il disait. Donc on a arrêté ces sociétés-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Les gens vont se suivre. C'est vrai que la plupart, on le dit, sont les enseignants. Lui, l'enseignant, mon président, il sait ce qu'il a passé 10 ans déjà, lui. Il prenait son salaire. Pendant 10 ans, il a payé au Margouya. Donc, ils sont allés s'endetter et puis ça fait des problèmes. Je vous dis, on va regretter au fouet. Parce que même les sociétés d'État qui ont fait qu'en 90, la Côte d'Ivoire était bien. Moi, je connais la Satmassi. J'ai connu les soldats qui étaient là. Que ça fait. Mais quand nos jeunes cadres sont arrivés, il fallait tout arrêter. On a arrêté sur ces sociétés. Les Ivoiriens sont devenus de plus en plus pauvres. Le système bancaire aujourd'hui ne rentre pas dans le système. Est-ce qu'on peut prendre crédit à la banque? Il faut faire de sorte que il y a des études qu'on a faites à notre temps. Quand on veut mettre les microfinances, que quelqu'un a besoin juste, mais de 30 000 francs pour faire quelque chose, on peut lui donner, on peut le dépanner. La banque n'arrive plus à faire ça. Le Trésor a mis un système en place que ce sont les régies. Quand vous allez dans les ministères ou bien dans les il y a des régies qui peuvent donner. Les régies sont mieux que les EPN. Les EPN, il faut prouver la dépense pour que tu sois payé. La régie, c'est les certifiés qui savent être payés, même s'il n'y a pas le reçu, peuvent faire des avances. D'accord. Donc, ce système-là, on doit faire des études comme vous faites des grandes émissions ici, avec des assureurs, avec des choses comme des banquiers. C'est voir pour que la banque soit proche actuellement des Ivoiriens. Si la banque est proche des Ivoiriens, les banques sont proches des Africains, vous allez voir que les choses vont aller. On n'a pas besoin d'aller prendre un crédit de 100 000 francs alors que la banque peut te donner. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions dans vos solutions que vous allez certainement proposer. Mais j'avais déjà posé une question de savoir si c'est, dans votre cas, si c'est vous qui êtes allé vers l'usurier ou c'est l'usurier. Non, je ne vous cache pas, c'est moi qui... Bon, allez, je dis à un camarade qui était moi, je dois aller à Boaké tout de suite, mais je n'ai pas de sous. J'ai besoin d'un peu, dit quoi? J'ai dit 300 000. Bon, j'ai exagéré, j'ai dit 300 000. Il m'a dit, bon, moi j'ai quelqu'un qui peut faire. Donc c'est comme si c'est moi qui suis allé. Il m'a envoyé vers quelqu'un, les rabatteurs dont tu parlais. Il m'a envoyé vers quelqu'un, voilà, qui m'a fait tout cela après. D'accord, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'à votre temps, les moyens de technologie n'étaient pas aussi développés comme vous l'aviez dit, en dépit du fait que vous aviez les moyens de subvenir à vos besoins, mais tout de suite avec l'urgence, vous n'avez pas pu faire face parce que, bon, il y avait des contraintes qui étaient indépendantes de votre volonté. Mais dans ce qu'on voit, avec l'évolution de la technologie, c'est pas forcément tous ceux qui s'inscrivent. Lui, dans son cas, coach Adon, est-ce à dire qu'on n'est pas assez formé sur la gestion financière? Est-ce que c'est une question de gestion ou bien est-ce que le salaire est insuffisant aujourd'hui pour ces... Il a déjà mis le pied dans le plat. Avant de répondre à la question, je voulais rassurer mon confrère. Oui. Quand j'ai parlé de vivre au-dessus de ses moyens, vraiment c'est un pan. Oui. Et je ne parlais pas particulièrement de lui. Je parlais, bon, comme il s'agissait d'introduire. Oui. Sinon, c'est la situation d'urgence, comme je l'ai dit, et puis le manque de liquidité. Voilà. La rencontre de ces deux éléments qui favorisent la ruée vers, comment dirais-je, vers les usuriers. Oui. Voilà. Pour revenir à votre question, l'éducation financière est quelque chose de nouveau en Côte d'Ivoire. Si vous voyez même dans les familles, rares sont les parents qui parlent d'argent avec leurs enfants. Et on a reçu aussi une éducation chrétienne qui dit il ne faudrait pas trop aimer l'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent sont des personnes malhonnêtes, etc. Donc tous ces éléments font que les gens ont peu ou n'ont pas d'informations sur l'argent ou sur la gestion de l'argent. Donc nous sommes obligés de faire des erreurs d'abord avant de se rattraper. Mais vous êtes sans ignorer qu'au fur et à mesure que vous faites des erreurs, le temps passe, les années avancent, vous prenez de l'âge.
Et si ces erreurs se multiplient jusqu'à la retraite, vous commencez à être dans un marasme financier. Donc l'éducation financière, c'est très important, mais la population n'est pas informée sur ce sujet. D'accord. Il faudrait qu'on insère dans le système scolaire afin que les enfants soient informés sur ces phénomènes et puis sur la gestion de l'argent. D'accord. Il y a aussi le volet de l'État qui doit intervenir puisqu'on a parlé de délit. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, Monsieur Sissavané, oui. Aujourd'hui, en préparant l'émission avec les différents recoupements qu'on a eu à faire, on s'est rendu compte qu'il y a des fonctionnaires, en tout cas pour moi c'était une première de savoir qu'il y a des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, dans le milieu de l'enseignement peut-être, qui touchent 700 000 francs, 500 000 francs, 400 000 francs, c'est quand même beaucoup par rapport à d'autres secteurs d'activité, ou bien soit même dans le privé encore, dans certains privés encore. Et quand quelqu'un touche une telle somme et qu'à la fin du mois, la personne est obligée de faire face au margouillat pour fermer, pour boucler la fin du mois, pour subvenir à ses besoins, comment vous pouvez expliquer ça quand même? Même si ce n'est pas le cas de M. Soumaoro, oui, qui était à une époque différente, aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer qu'une personne qui gagne 700 000 francs, 800 000 francs par mois n'arrive pas à subvenir à ses besoins et fasse appel au margouillat? Je pose la question parce qu'on jette la pierre au margouillat et on oublie généralement la faute aussi, le rôle des fonctionnaires, la faute des fonctionnaires, oui. D'accord, vous avez raison dans un premier temps. Si on fait une première lecture de ce que vous dites, vous avez raison. Mais quand on vous dit que quelqu'un a 800 000 francs par mois, ou bien un enseignant a 700 000 francs par mois, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Hein. Ça existe sur le papier, mais le système d'imposition fait que les 700 000 ou bien 800 000 inscrits en brut n'arrivent pas dans le compte du fonctionnaire à la banque. Voilà, donc il y a ça. Mais ce qui est là, 800 000, 700 000, ça existe. Par rapport à l'ancienneté, au grade, tout ça. Et au niveau de la banque maintenant, lorsque il y a le virement, la solde traite les salaires par rapport au précompte et autres qui passent là-dessus, lorsque la solde fait le virement, arrivé à la banque, il y a ce qu'on appelle comment vous appelez ça, les échéances du prêt qui est en cours, parce que rares sont les fonctionnaires aujourd'hui qui n'ont pas de prêt à la banque. Et à partir de ce moment-là, ce qui reste, si ça n'arrive pas à suffire, quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est un manque de liquidité, c'est l'urgence qui fait que les gens vont vers ces margouillas-là. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un qui a reçu peut-être 400 ou 500 000 francs dans son compte, moins le prêt à la banque, l'échéance du prêt, le quoi se retrouve avec un peu d'argent, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des choses qui sont là encore, peut-être on l'a dit tout à l'heure, qu'ils vivent au-dessus de ses moyens, on ne sait pas. Mais c'est toujours est-il que le fonctionnaire en manque de liquidité se voit obligé d'aller vers ces gens-là. Et l'urgence aussi aidant, donc on ne peut que constater les dégâts. D'accord. Monsieur Soumaoro, vous avez travaillé dans la banque. Quel est le rôle des banques dans ce système de prêt? Parlez-nous un peu du fonctionnement de la chaîne. D'accord. Avant de rentrer, ça ce serait une question, je vais aborder ça tout à l'heure. Oui. Parce que quand vous allez, la banque, c'est vrai qu'elle doit faire des prêts. On ne donne pas n'importe comment les prêts et puis on ne fait pas, on prend des choses. Je parlais, il y a un qui a parlé tout à l'heure de l'éducation. Il y a 3 choses qui nous manquent. L'éducation financière, quand nos enfants commencent à travailler, on ne les appelle pas pour leur dire, vous allez voir votre premier salaire, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Oui. Il doit épargner. Déjà, dit, moi je dois avoir une maison, vous devez dire ça à votre enfant. En 4 ans, je dois commencer à rentrer dans une opération immobilière. Je dois, moi, me marier. Donc je commence à préparer ça. Moi, je dois avoir ma voiture, je le fais et je garde l'argent pour me soigner. C'est 4 points, il est dit. Vous faites ça, donc votre salaire là, on va prendre ces 4 points dessus déjà. Et puis vous faites, vous le père qui est là, vous le poussez un peu pour qu'il a. Par exemple, vous ne permettez pas à votre enfant, quand il commence à travailler, tout de suite qu'il prenne une villa de 4 chambres où il va payer 100, 200 000 parce qu'il a 500 000, 700 000 francs de salaire. Mais amenez-le quelque part où il prend un studio, par exemple à l'intérieur du pays. Je veux parler des enseignants, tu prends un. C'est-à-dire le responsabiliser. Voilà, le responsabiliser sur ce côté. Ça, c'est un pour qu'il puisse démarrer. Deuxièmement, ce qu'on n'apprend pas qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. Ce qu'on ne parle pas à nos enfants, c'est l'éducation sexuelle.
Là, on dit rien à nos enfants, on leur a parlé, on dit qu'on ne doit pas en parler. Et puis vous êtes là, les filles, on les encète n'importe comment. Les jeunes, vous êtes là, et puis votre fils va enceinter l'enfant du voisin. Et puis tout ça, ça vous fait des problèmes parce qu'on ne leur parle pas. Il n'y a pas cette éducation. Le dernier, tout ça, ça peut emmener le père à se diriger vers les usuriers. Le dernier, c'est le cœur, c'est que les enfants. On dit non, tu parles trop. Un enfant ne doit pas parler tout ça. La petite fille est là, quelqu'un passe là, il la viole. Elle ne doit rien dire. On lui demande, parce que le gars, il a fait ça. La fille ne dit rien, tu ne dois pas parler. J'ai un ami près de mon bureau. Sa petite fille de 2 ans, le petit frère de sa femme est arrivé. Et puis il a touché la fille, la petite. Elle était là un jour. Et puis elle dit, Tonton, lui là, il a fait ça. On a envoyé la fille tout de suite à l'hôpital. On a vu que la fille, on commençait à la toucher. On a touché, on a fait. On dit, mais chez nous on dit, un enfant ne parle pas, tu dois rien dire. Donc on croise les parents. Tout ça, ce sont des trucs qui vont vers ce que nous devons faire nous-mêmes d'abord. C'est ça. Voilà, on ne fait pas ça. Maintenant, vous avez parlé de l'argent. L'argent de la valeur que par l'usage dont tu as fait. La banque ne donne pas l'argent comme ça. Ta quotité, c'est cible. Moi, j'ai 100 000 francs dans le mois, je ne peux pas épargner 25 000. Mais quand la banque voit ça, tu penses que moi, banquier, il y a des risques à calculer, je vais te donner l'argent. Parce que si tu as 100 000 francs, mais avant le 10 du mois, tu n'as plus ces francs sur ton compte. Tu n'as pas d'épargne. Mais attends, le banquier il fait attention. Mais ça, c'est... Et encore, je vous laisse parler. Et encore, le mal, c'est que souvent, la personne vient demander le même prêt chaque mois pratiquement. Non, c'est-à-dire, on a introduit quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est les avances. Après du 5, tu peux aller prendre l'avance sur le salaire. On s'en prend l'avance sur le salaire, mais ça, parce que cet argent, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais aller faire un mariage. Je veux qu'on sache que moi, je me marie avec la plus belle fille du quartier ou bien la plus belle fille du village. Mais je dois faire un mariage qui doit me coûter 1 million, 2 millions. Mais pourquoi? Pourquoi je veux le faire? Faire à son âme, chez M. Namogo, il a son frère qui devait se marier. On était 4. Les 2. Et puis on est parti à Benjerville. On a signé. Et puis ils se sont mariés. On allait. On allait 2 véhicules. On a fait, on est revenu. Le couple est là aujourd'hui. Ils ont des enfants. À des funérailles. C'est notre problème, ça. Le gars, il est malade, on ne va pas lui donner l'argent pour se soigner. C'est quand il est mort, on dit on va l'enterrer dignement. Or, quand vous allez vous le jeter, vous venez. Moi, je suis allé l'autre jour. Père à son âme, je suis allé au cimetière d'État. Quand je suis allé voir la tombe de Marcel Goussio et d'Abdelman Sangaré, j'ai dit l'homme n'est rien. On les a laissés là-bas, on est venu. Et celui qu'on n'était pas ici, on l'a enterré. Mais avant qu'on quitte, c'était les téléphones qui sonnaient. Et on l'a laissé là-bas, on est venu. On dit on l'a enterré dignement, mais il est resté à Obédience Civile, on est venu. Donc, on prend de l'argent, on dit je dois enterrer celui-là dignement. Je dois faire ceci, tu vas prendre beaucoup, tu vas prendre crédit. On prend crédit pour aller enterrer. On ne prend pas crédit pour soigner, mais pour aller enterrer. Tout ça, ça ne rentre pas dans la formation de base de nos jeunes, des enfants. Donc, on fait n'importe quoi. D'accord. Alors donc, je me dis, ce que vous dites, la banque prend des dispositions avant de prêter. Toutes les banques peuvent prêter de l'argent. Aujourd'hui, ça part en que de quoi? On dit les banques de l'habitat et autres, ce que l'État a bien fait, on parle 4,5% jusqu'à 18%, voilà, la marge. Donc, tu fais ça. Les usuriers n'ont pas besoin de ça. Et puis, le prêt se fait sur 1 an, sur une période donnée. Le prêt, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 1 mois. Mais c'est comme ça que vient l'usure. Les gens n'ont pas cette éducation. Celui qui travaille quand il a son premier appel, il a son premier appel, il veut tout de suite se faire voir. J'ai dit, quand Oufoué avait créé la SAFCA, vous avez connu l'ADA haute, les fonctionnaires, tu avais 100 000 francs de salaire, tu viens, on te fait un prêt, c'est moi qui signais ça. Les gens avaient des voitures. Les Mitsubishi lançaient, ils avaient les voitures. Ben, quand on voyait les maisons psychologiques, on est ici par... Mais c'était comme ça. Mais il n'y a pas cette éducation de base. D'accord. Voilà. On va revenir dessus. Président Nguessan, est-ce que les banques sont exemptes de ce phénomène-là aussi? Quelle est la responsabilité des banques? Je vais revenir dessus sur la question. Oui, j'avais voulu répondre sur un peu sur ce que avait dit mon collègue président. Pour vous dire que effectivement, on a parlé de vivre au-dessus des moyens et on a parlé des enseignants. Mais pourquoi les enseignants? Vous savez,
On crie partout que les enseignants sont les mieux payés de Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, 800 000, 600 000. Mais je vous assure, c'est le ministre Bleu l'aîné, alors ministre de l'Éducation nationale, qui le disait. Plus de 20 000 enseignants, plus de 20 000 enseignants surendettés auprès des usuriers sont presque en cessation de service. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, il y en a peut-être 40 000, 45 000. Peut-être 39 000. Voilà. Vous comprenez? Mais pourquoi les enseignants? Mais c'est les... Je dis, moi, l'enseignant que je suis, nous sommes les fonctionnaires les plus mal payés de Côte d'Ivoire. Ok. Je vous explique. L'enseignant n'a pas le droit de faire les affaires. Et d'ailleurs, l'enseignant ne sait pas faire les affaires. Un enseignant ne sait pas faire les affaires. Ce qu'il sait faire, c'est enseigner. Aujourd'hui, le travail chez les fonctionnaires, ça s'arrête à 16h. À 15h30, 16h, ils sont partis à la maison. Mais après, ils s'en vont dans leurs affaires. Il y en a même qui travaillent la nuit. Mais l'enseignant, tu quittes l'école, tu t'en vas à la maison préparer les cours pour venir les dispenser le matin. Le soir, quand tu rentres, tu t'en vas corriger. Tu prépares les cours pour revenir. Et tu n'as même pas le droit de faire les affaires. Un enseignant n'a pas le droit de faire boutique. Donc ça veut dire, et un enseignant ne fait pas de mission dans l'année. Même tout ce qu'on fait. Je mets juste une parenthèse, je reviens au coach et puis je vous redonne la parole. Est-ce que ce qu'il dit là, ça tient? Est-ce que ça doit justifier le fait qu'un enseignant n'épargne pas? Non, il ne justifie pas le fait que... Quand il parle de salaire, l'enseignant n'a pas le droit de faire un autre travail à part l'enseignement. Le salaire n'est pas élevé. Est-ce que ça nous empêche d'épargner? Non, ce qu'il faut savoir, l'épargne n'est pas en fonction du revenu. Vous pouvez avoir 1 million, mais si vous avez des charges de 950 000, il va vous rester 50 000. Et contrairement à quelqu'un qui a 500 000 et puis il a des charges de 300 000, vous voyez qu'il a plus de marge de manœuvre. En même temps, M. Soumaro le disait, il faut bien investir aussi son argent. Oui, voilà, si vous prenez l'argent pour le mettre dans une histoire de mariage ou bien de funérailles qui ne tient pas forcément, il y a de quoi être à vous appauvrir. Donc je disais que la marge de manœuvre ne dépend pas forcément du salaire. Et pour revenir aussi sur ce que mon confrère a dit, quelqu'un qui a 700 000 il se retrouve devant les maguas. Les enseignants, par exemple, il y a deux choses qu'il faut noter. Il y a un départ, le faux départ. Au départ, il peut emprunter pour gérer les frais de concours et autres. Lorsqu'il commence, il n'est pas encore payé. Donc, généralement, il y a d'autres qui ont déjà des femmes, des enfants. Donc, ils ont des situations à gérer. Ils ne sont pas payés. Comment ils font? On a parlé de situation d'urgence. C'est ce qui les pousse. Donc, ils ont un faux départ. Et lorsque le rappel vient, s'ils n'ont pas pris de prêt à la banque, de prêt sur rappel, ou bien s'ils ont pris des prêts, vous voyez que la banque va retirer déjà l'argent, en plus de ce que l'autre a dit, le matu vu, le camp du raton. Donc c'est le départ, ils ont un faux départ, qui fait qu'ils se retrouvent devant les magueurs, malgré qu'ils ont 700 000. Ces 700 000, c'est de façon visuelle, et ils n'ont pas ça en réalité, puisqu'ils ont eu un faux départ. Maintenant, pour revenir sur l'épargne, comme je le disais, si vous n'avez pas eu un faux départ, c'est de mieux organiser ses finances, comme je l'ai dit là, de mieux organiser ses finances, de maîtriser ses dépenses et puis ses sources de dépenses. Parce que ce que j'appelle sources de dépenses, ce sont des situations qui vous environnent et qui peuvent vous faire dépenser à tout moment au cours du mois. Si vous avez un enfant marqué maladif, à tout moment vous pouvez dépenser. Si vous avez, par exemple, vous êtes dans une zone où lorsqu'il pleut, à tout moment il peut y avoir de l'inondation, etc. Donc c'est ça. Lorsque vous maîtrisez vos dépenses et vos sources de dépenses, généralement vous êtes qualifié pour ne pas vous retrouver, comme je le dis, devant les usuriers. Mais généralement les gens se focalisent sur les dépenses. Lorsqu'ils reçoivent leur salaire, ils font le point, je dois faire ceci, cela. Mais ils n'anticipent pas sur les sources de dépenses. Et c'est ce qui vient en cours de mois les faucher. Et ils vont emprunter. Est-ce qu'il n'y a pas le train de vie aussi? Il y a tout ça, ce que j'appelle les dépenses. Bien évidemment, dans les dépenses, il y a les dépenses raisonnables, les dépenses de ménage auxquelles vous devez faire face. D'accord. Mais comme je disais, les sources de dépenses, vous devez les identifier et les solutionner. Et aussi faire violence, pourquoi pas, sur vous pour éviter certaines phrases. Alors, je vous retourne la parole, Président. Oui. Donc, je disais tantôt que il y a ça. Quand vous prenez l'enseignant, il faut le connaître. C'est le seul fonctionnaire ici qui n'a pas de mission dans l'année, qui n'a pas d'autre indemnité en dehors de son salaire.
Mais prenez un autre fonctionnaire qui n'est pas raccroché, qui n'est pas décroché, parce qu'on dit que les enseignants sont décrochés, qui n'est pas décroché. Mais je vous assure, un sous-directeur dans l'administration centrale, quand il s'en va en mission, peut-être même en une journée, c'est 35 000 francs par jour. Imaginez-vous, s'il va 10 fois en mission dans le mois, ça lui fait combien? L'enseignant n'a pas ça. Et même à la fin de l'année, les examens, c'est maintenant qu'après les luttes, là, je crois qu'on dit qu'on va augmenter un peu. D'accord. Vous comprenez? Et ça encore, il faut attendre un an pour qu'on te paye, peut-être aller t'aligner au trésor pour avoir 2500 francs, payer transport 5000 pour venir prendre 2500 francs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos différents éclaircissements. Si Savané, vous avez chacun mené des combats avec les différentes ONG qui sont sur le plateau ici pour la dignité des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Si on devait faire aujourd'hui l'état des lieux, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné? C'est quoi les acquis aujourd'hui avec tous les combats que vous avez menés? On va commencer avec vous. Oui. Bon, je dirais que les combats menés ont donné des résultats mitigés. Résultats mitigés parce que l'objectif était d'abord, parce que moi je situe mon combat au niveau du trésor et de la solde. Les maisons de crédit, entre guillemets, qui sont des usuriers, qui s'attaquent au salaire des fonctionnaires. Donc moi, le combat que nous avons mené avec l'ABFI, c'était de restaurer le salaire des fonctionnaires. Ne pas y toucher. C'était ça notre combat. Et de procédure en procédure, on s'est rendu compte que l'État était ou bien se déclarait impuissant face à ces gens-là. Et à partir de ce moment, il fallait changer de stratégie. On nous a dit que les enseignants ou bien les fonctionnaires vont vers les maisons de crédit et c'est après qu'il y a une ordonnance qui est signée à la justice et c'est cette ordonnance qui est transférée au trésor et que c'est sur la base de cette ordonnance qu'il y a des précomptes. On nous a dit ça. Donc on a orienté notre combat au niveau de la justice. On s'est dit que comme c'est là-bas on est attaché, c'est là-bas qu'il faut se détacher. Et à partir de ce moment, il y a eu des audiences. Nous, on a fait près de 18 à 19 audiences avec près de 24 différents juges. Il y a des avocats par-ci, par-là. On a eu des contre-ordonnances pour aller nous défaire au trésor. Dieu merci, ça allait. Et c'est en ce moment que l'État a commencé à s'intéresser à notre lutte. On nous a dit, bon tiens, voilà des gens qui veulent vivre maintenant, en toujours entre guillemets. Donc faisons leur appel, quand ils seront là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à envoyer des gens au trésor pour faire l'état des lieux. Et tout juste après, il y a eu un conseil des ministres en 2014 où il y a eu un décret pour réglementer la quantité cessible et saisissable. Et bonne nouvelle aussi pour les retraités, on a dit que la pension, à partir du moment où vous n'êtes plus en activité et que votre salaire est géré par la CGRAE, que vous n'avez plus, que votre pension n'est plus saisissable. Donc on a applaudi et le décret est là. Et à partir de ce moment-là, même quand les banques donnent des prêts aujourd'hui, quand on vous dit les gens ont 15-20 millions aujourd'hui ou bien 12 millions à la banque, c'est le décret régissant la quantité cessible et saisissable qui en est la base. D'accord. Voilà. En tout cas, donc c'est bon. Il y a des actions, d'autres actions qui ont été menées. Oui, d'autres actions ont été menées, mais au niveau de l'Assemblée, il y a des lois qui ont été votées en plénière pour dire que l'usure est comment vous appelez ça, est interdite. Un délit, oui. Un délit. Effectivement. Donc toute personne qui se rendrait coupable de ce genre de délit-là est passible de poursuites judiciaires. Tout à fait. Voilà. Et la loi stipule que sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement quiconque aura consenti à autrui un prêt
usuraire ou apporter sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit directement ou indirectement son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire. En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à 5 ans d'emprisonnement et à 15 millions d'amende. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ça suffit? Oui. A priori, on pourrait dire que ça suffit, puisque la Côte d'Ivoire même s'est dotée d'une loi. La loi que vous venez de citer, c'est la loi numéro 2014-810 du 16 décembre 2014, donc qui définit et réprime donc la pratique usuraire. Mais le problème, c'est que est-ce que la loi est connue? C'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi, mais aujourd'hui, moi, je suis scandalisé quand je vois que malgré l'existence de cette loi, c'est maintenant que la pratique usuraire est développée. Ah bon? Ah oui? Parce que au fur et à mesure qu'on met en place des mécanismes pour contrer le système aussi... Les gens détournent. Les gens détournent. Okay. Aujourd'hui, il a dit, le président l'a dit, le président Sissabadé l'a dit tout à l'heure, il y a eu le décret pour la quotité cessible. Mais moi, j'ai au moins 20 bulletins. Ça, je peux le prouver à la nation. J'ai au moins 20 bulletins des gens. Comment vous pouvez comprendre que on peut compter plus de la moitié du salaire d'un fonctionnaire à la source, au profit des maisons qui parfois sont fictives? Et il y a des gens qui ont été prélevés pendant 10 ans. Et quand vous allez vous dire, mais depuis 10 ans, on me prélève, je ne comprends pas. On dit, bon, va chercher une attestation de non-rédevance. Tu vois, la maison n'existe plus. Mais tant que tu n'as pas envoyé l'attestation de rédevance, on continue de te prélever. Donc, l'argent qu'on prélève sur le salaire des fonctionnaires, cet argent, on reverse à qui? Puisque la maison n'existe plus. C'est ça le drame. Et je dis, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça que nous, au niveau de l'ONG FACI, nous avons dit ce qu'il y a lieu de faire. Il y a d'abord une sensibilisation. Il faut appeler la conscience collective ivoirienne sur les dangers que représente ce phénomène usuraire pour la Côte d'Ivoire. Je vous assure, et je le dis, je prends le risque de le dire, aucun programme social, aussi beau qu'il soit, ne pourra prospérer en Côte d'Ivoire tant que ce problème-là n'est pas réglé. Parce que tous les efforts du gouvernement, que le gouvernement fait pour revaloriser les salaires, sont annihilés à la base. Si on ajoute 100 000 francs sur le salaire des fonctionnaires, en même temps on donne 200 000 francs aux Magouya, il y a combien qui reviennent donc aux fonctionnaires? Donc on a fait quoi? Mais c'est quoi réellement? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le vrai problème? C'est quoi? Ça tient à quoi? C'est ce que je voulais dire. Oui. Je vais donner rapidement la parole. Ok, d'accord. Le problème, c'est sur deux niveaux. Il y a d'abord le niveau de corruption. La corruption est telle que c'est difficile de... On peut emprisonner Magouya et puis vous le voyez 2 mois, 3 mois après, encore, dans le système, il y a ça. Mais quand tu dis 2 mois, c'est trop. Le lendemain, il sort. Et puis il y a aussi la puissance publique. Nos États votent des lois, mais elles n'ont pas la capacité de les faire appliquer. Donc la puissance publique est faible. Avec ces deux éléments, je pense qu'on ne peut pas endiguer ce phénomène. Un peu. Donc c'est à ce niveau-là. Il faudrait que la société civile et puis ceux qui vivent cette situation... Oui, comme les ONG déjà sur le plateau, oui. Les choses bougent. D'accord, vous voulez ajouter rapidement quelque chose avant que je passe la parole à M. Soumarou? Oui, ce qu'il dit, oui, c'est un peu fondé, mais le problème, la corruption dont il a parlé, mais c'est réel. Parce que la quantité dont on parle, qui a été ordonnancée par le décret. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on ramasse ces bulletins, 4, 5, 6 bulletins pour aller à la solde ou bien au trésor, pour dire que vous voyez, la quantité n'est pas respectée. On nous dit non, la quantité est réglementée par une machine. Et lorsque le trésor a brûlé ou bien la solde a brûlé dans le temps, la machine a brûlé aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous calculons la quantité avec la main, de façon manuelle. Donc, vous voyez que souvent, on peut pas avoir des écarts. Je dis non, ça ne tient pas.
Donc, voilà un peu. Donc cette corruption-là, tant qu'elle n'est pas... Elle n'a pas étouffée à la base. À la source. À la source, on aura toujours ce genre de choses. Monsieur Smoro, qu'est-ce qui a été fait par votre ONG aujourd'hui? Quels sont les acquis? Celui qui est bien placé de dire oui, mais vous êtes le vice-président. N'empêche, vous êtes le vice-président. Mais je vais m'attarder sur certaines choses. Oui. Les coachs et nos jeunes intellectuels, qu'ils acceptent de former nos gars, de former nos enfants. Je veux dire, les gars qui sont, par exemple, à l'INGS, un an après, on leur donne des cartes de crédit. Les banques viennent, on leur donne les cartes de crédit. Peut-être c'est une bonne chose, peut-être c'est pas ça. Mais on les amène déjà à dépenser. C'est-à-dire, il faut faire. Il a la carte de crédit. La consommation. Voilà, on les amène à la consommation. Le jeune homme qui est là, qui a 18 ans, qui a 20 ans, les gens lui donnent les cartes de crédit. Voilà, même carte de crédit à son père. Et puis là, il dit, moi, je peux dépenser. Donc, son argent qu'il a. Et puis, bon, au lieu de donner ou bien associer les parents, on envoie ça à la banque, lui, il a sa carte de crédit, il a sa petite copie, il s'en va hériter l'argent. Avant ce rappel. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il faudrait que on arrête de s'amuser. On fait la même chose en se donnant d'eau. Par exemple, regarde les deux ONG qui ne se connaissent même pas. Mais ils font la même chose. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble et puis aller, chacun donne la stratégie qu'il a. À l'autre, on l'améliore avec le coach. La matière grise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la seule chose qu'on fait à réussir à faire de bon. Sur tous les plans, on a la matière grise. Sur tous les plans. On a des jeunes aujourd'hui intéressés comme lui. Mais quand il dit ça, j'ai entendu ça pour la première fois au Cameroun. Le titre qu'ils donnent. Mais les Camerounais, qu'est-ce qu'ils ont de ressources plus que nous? Qu'est-ce que les Béninois, les Togolais ont de plus que nous? Ils ont formé leurs jeunes qui sont là, qui viennent, qui se mettent au service. C'est ce que j'ai demandé là. Donc je dis, maintenant sensibiliser. Si ceux-là se mettent ensemble, c'est-à-dire nous, les différents jeunes, on se met ensemble, on fait des campagnes. Nous, on est prêts à appuyer pour dire, allons faire les campagnes. On est prêts à le faire. J'ai dit à mon président, je suis prêt. Allez. Je suis à la retraite, mettre la voiture, on s'en va, on va sensibiliser les gens. Mais on l'a déjà fait plusieurs fois. Nous sommes allés à Gagnoa, nous sommes allés dans des coins. On a sorti beaucoup de gens. Mais il faut que derrière, pas derrière, ce que tout à l'heure Savani a dit, c'est que le côté, la puissance publique. La puissance publique. Les Marguiens n'ont plus peur de la puissance publique. Parce que si tu fais arrêter un Marguia demain matin, alors j'avais un ami qui était à la brigade de richesse, il m'a dit, mais celui-là vous allez faire, on va l'arrêter demain matin, on va venir saluer. Effectivement, on l'a fait arrêter, il est allé saluer il dit, ah moi je suis dehors. C'est des choses qui sont pas super. Il faut qu'on prenne les choses à la racine. Nos jeunes gens, que les coachs acceptent sur eux. Par exemple, il va dans une école où les gens vont sortir, des enseignants vont sortir. Il prend ces jeunes-là et dit voilà ce qu'il peut faire. Son père ne sait pas lire ni écrire. Il ne sait rien. Le gars vient là, on lui donne l'argent, mais il va gaspiller. Ok. Merci beaucoup, monsieur Smoro. Alors, coach Adam, on tire un peu vers la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre fin à ce phénomène de Margouya en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Bon, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je ne peux pas dire qu'on ne peut pas mettre fin. C'est un combat que les frères mènent. Peut-être qu'ils ne vont pas voir ou bénéficier des fruits, mais c'est un combat qu'il faut mener. Oui, si les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui servent l'État s'appauvrissent, n'arrivent pas à se réaliser, c'est toute la nation qui est à genoux. Oui, comme il a dit, on va faire des programmes sociaux, mais ils ne peuvent pas participer. Ouais. Donc c'est un tout, c'est un combat qu'il faut mener, ça va porter des fruits, même si ce n'est pas aujourd'hui. Je prends l'image de Moïse dans la Bible, il a combattu pour la terre promise, mais il n'a pas vu la terre promise. Mais il faut mener le combat qui va profiter aux générations futures. Voilà. Et tous les combats de liberté ont toujours été gagnés. Ça peut prendre 50 ans, 100 ans, mais ces combats-là arrivent à bon point. D'accord. D'accord. Président Savané, est-ce qu'on peut devenir un jour comme le Sénégal? Parce que le Sénégal est arrivé à endiguer ce phénomène de Margouya. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire comme le Sénégal? Est-ce que c'est possible? Oui, je crois que c'est possible. Si oui, comment? Oui, je crois que c'est possible, mais avec un peu de volonté. Un peu de volonté politique, un peu de volonté sociale. Tout le monde se met ensemble pour pouvoir éradiquer ce phénomène-là. Il a dit tout à l'heure
que c'est toute la nation qui est en péril. Et puis je vais aller plus loin pour dire qu'avec ce phénomène-là, ce que l'État paie, mais c'est des milliards de francs CFA par mois. Parce que toutes les sociétés dont on en parlait, c'est des sociétés fictives. Elles ne payent ni impôts, ni taxes. Donc voilà. Alors que c'est de l'argent qui est reversé dans leur compte chaque mois. Et souvent même rapatrié, puisque les usuriers qui ne sont pas des nationaux, ils rapatrient les fonds dans leur pays. Merci coach. Voilà un peu. Donc avec un peu de volonté, je crois qu'on peut mettre fin, parce que ça ne peut pas finir totalement, mais on peut diminuer de façon drastique. Et puis les effets secondaires aussi, ou les effets, comment vous appelez, collatéraux, peuvent être amoindris au bonheur des familles. D'accord. Président Nguesson. Oui. Est-ce qu'on peut en finir? Oui, moi avec cette malédiction en griffe. Oui, je suis. Une malédiction comme l'a dit c'est une malédiction. C'est une véritable malédiction. Oui. Et je dis, il a dit, hein, c'est une gangrène, une véritable gangrène qui empêche le développement humain en Côte d'Ivoire. Et nous pouvons arriver à mettre fin à cela. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi. Il reste seulement la volonté politique. Et puis l'accompagnement des organisations comme la nôtre. Ouais. L'ONG FATSI, c'est la solution au problème des usuriers. C'est la solution. Moi, je vous dis pourquoi. L'organisation est une organisation de solidarité. Voilà comment nous avons pensé. Nous disons, aujourd'hui, quand un fonctionnaire, parce que le problème que nous sommes en train de discuter ici, c'est parce que quand vous avez un problème immédiat, vous avez besoin de la liquider, il n'y a aucune structure qui peut vous venir en aide. On a dit, bon, on crée une structure de solidarité. On se met ensemble. On met un peu d'argent de côté. On a parlé d'épargne tout à l'heure. Nous, on met un peu d'argent de côté dans notre ONG. Si un de nous a un problème, on prend cet argent, on l'aide. Et il évite, il évite d'aller chez un Marabouya. Vous comprenez? Et quand nous avons commencé à faire ça, on s'est rendu compte que tous ceux qui venaient adhérer avaient un problème avec un Marabouya. On a dit, bon, il faut les sortir de là. Comme le phénomène est illégal, nous appliquons la loi. Nous essayons la loi. Et c'est pour ça que ici, quand on dit qu'on peut, on peut finir. C'est pour ça que ici, je voulais vraiment dire merci au DG de la police et particulièrement le directeur de la police économique. Moi, je dis, ça fait plusieurs années que je suis dans cette affaire de lutter, mais aujourd'hui, quand je l'appelle, j'ai son numéro personnel. Quand je lui pose un problème sur place, il délègue quelqu'un pour qu'on règle le problème. Aujourd'hui, nous disons, nous pouvons le faire, pourvu qu'il y ait un peu d'accompagnement, un peu d'appui. Quelqu'un le disait un jour quelque part, il dit, mais aujourd'hui, la pratique usurière tue en Côte d'Ivoire plus que le sida. Parce que le sida, au moins, il y a des médicaments. Mais les usurières, il n'y a pas de médicaments. Les gens meurent. Aujourd'hui, c'est des milliers d'Ivoiriens qui sont en train de mourir dans l'anonymat. Moi, j'ai des photos, j'ai voulu choquer les gens avec. Mais aujourd'hui, si on avait créé un club de soutien, je vous dis qu'aujourd'hui, je serais peut-être milliardaire. Parce qu'avec les bonnes idées que j'ai, tout le monde m'appelle. Je suis passé... Et certainement que quand je passe ici, après je vais avoir des coups de fil pour dire non, ça c'est Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais on a fait plus de 300 courriers qu'on envoie aux autorités. Aucune autorité n'a répondu. En dehors du ministre de la fonction publique, je voulais le saluer au passage. L'actuel ministre. Le général Issa Coulibaly. 2 jours après qu'on ait déposé le courrier, il nous a appelés. Il nous a écoutés. Il y a un directeur de banque, Youssouf Fadiga, je ne vais pas citer le nom de la banque, mais il nous a appelé, il nous a écoutés. C'est encourageant. Mais je ne parle pas du DG de la police, je ne parle pas du directeur général de la RTI. Spontanément, les gens sont en train de venir. Et je pense que nous pouvons lutter ensemble contre ce phénomène. Et je voulais vous remercier, vous aussi, parce qu'il faut en parler. Il y a une certaine époque, on n'en parlait pas. Les gens mouraient. Les gens même avaient honte d'en parler. Quand ils ont des problèmes avec des usuriers, ils ne peuvent pas en parler. Parce que si l'usurier s'en va se plaindre à la police, souvent même il y a des policiers qui ne connaissent même pas la loi. Moi je dis, moi-même j'ai été traduit devant un officier de police. Il n'a même pas regardé, je me suis présenté au cadre de l'administration que je suis, en cravate et tout ça. Il a banalisé ma cravate. Ah, j'étais en un costume bleu. Et puis il me dit, bon, tu ne payes pas l'argent de l'usurier, moi tu ne sors pas d'ici, je te mets... J'ai dit, bon, d'accord, appelle-le, qu'il vienne.
Il a appelé l'usurier a dit, mais moi je te confie mon problème, il faut le régler. Je lui ai dit, bon mon cher, tu es foutu. Parce que moi j'ai appelé le procureur pour dire que tu es un complice des usuriers. Il a fermé sa porte, s'est mis à genoux. Ok. Voilà, donc c'est pour dire qu'on peut combattre ce problème. D'accord. Président, oui. Moi je voulais faire la proposition suivante. Oui, allez-y. Quand il y a un problème, vous calmez-vous d'identifier le problème. Qu'il est identifié, parmi un autre problème, vous le sortez. Vous le posez et vous le traitez. Vous traitez le problème, il faut qu'on le connaisse. Vous connaissez le problème, l'identifier, le traiter, vous allez avoir la solution. Les usuriers, ça peut se régler en Côte d'Ivoire rapidement. Parce qu'on les connaît, on sait d'où ils viennent. Tous ceux qui sont les présidents qui sont là, on ne veut pas faire d'incidents diplomatiques, sinon on peut vous donner, on a la liste. Les gens qu'on s'en va délivrer, ils donnent des noms, on va vers eux, on les connaît. Ce matin, avant de venir ici cet après-midi, on sortait de mon bureau, je lui ai dit, regarde, José Oscar, il dit ça c'est qui? Il dit ce sont des usuriers. Ils sont en boubou comme moi, je voulais aujourd'hui choquer un peu, j'ai dit bon je me mets en boubou, je vais leur dire que je suis usurier. Je suis d'accord. Ils avaient leur mallette, on sait d'où ils viennent, on sait ce qu'il y a. On peut arrêter. Deuxièmement, il faut éviter de minimiser les choses. Moi je fais si quelqu'un c'est Gagamé, il a dit on ne jette pas des sachets ici. Quand on est à Rwanda, après leur guerre, c'était pas ça. Mais le Rwanda est propre. Aujourd'hui, on ne jette pas des sachets parce que si tu jettes, on va te sanctionner. Mais ici, on sait qui est usurier. On sait ce qu'ils font. Donc, puisqu'on connaît ces gens, on peut même faire ça. Si les autorités acceptent qu'on les arrête, tu fais 2 ans, tu fais 2 ans. Mais quand on ne peut pas prendre des décisions, nous-mêmes d'abord, organisons-nous. Voyons comment, qui est usurier, comment on peut régler le problème. Nos différents fils nous aident avec leurs connaissances, c'est-à-dire les coachs dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. On fait des séminaires, on fait des choses, ils font des trucs dans un premier temps de manière bénévole. Parce que si on attend qu'ils aident, ils ne vont pas aider. D'accord. Ils le font quand ils ont fait que c'est identifié, qu'on l'a trouvé. Avec cette technicité, ils peuvent nous dire pour régler ce problème, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On aura ça, on aura posé les bases de ce problème. On prend maintenant, on va devant les autorités. On veut que le problème des usuriers soit réglé parce qu'on a trouvé telle méthode pour régler le problème des usuriers. Mais on va le régler et tout le monde sait qui ils sont. D'accord. Voilà. Ok. Donc le problème est simple à régler. D'accord. Merci beaucoup, M. Smoro. Rapidement, coach, votre dernier mot. Peut-être des conseils, voilà, votre dernier mot. D'accord, mon dernier mot, c'est d'abord remercier Business 24 parce que l'information, c'est quelque chose au 21e siècle qui est très précieuse. Déjà, organiser un plateau où on vient en parler, c'est déjà quelque chose de bien. Il faut multiplier ce genre de plateaux et sur plusieurs chaînes. Ensuite, dire aux associations, comme il a dit, de régler le problème à la base, comme on le dit, avec les nouveaux fonctionnaires. Les nouveaux fonctionnaires, par des formations, par des informations, des campagnes de sensibilisation. Il y a aussi le volet, la loi qui interdit aux fonctionnaires de créer de la richesse. Ils peuvent lutter pour casser cette loi. Pour que, vous voyez que le président Nguessan, dans leur association, ils mettent de l'argent de côté. Ils peuvent investir cela pour créer de la richesse. Parce que si vous épargnez et que vous n'investissez pas, l'épargne va servir à régler les problèmes. Et puis vous serez dans ce cercle. Donc s'ils peuvent lutter pour qu'on casse cette loi, pour que les fonctionnaires aussi créent de la richesse, ça va résoudre le problème du chômage. Et puis ils vont, comment dirais-je, améliorer leur situation financière. Donc voici un peu ce que je veux dire. Okay. Et surtout, l'éducation financière. C'est ça. Une fois que cela est implémenté dans notre société, je pense que beaucoup de choses vont changer. D'accord. Si Savané, votre dernier mot. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire en dernière posture, hein? Beaucoup de bonheur à Business 24. Merci. Parce qu'il n'est pas facile de s'attaquer à ce genre de problèmes. Comme on le dit, c'est la mafia qui gère depuis là-haut. Et nous sommes en bas et nous subissons... On essaie de tendre la main aux fonctionnaires ivoiriens. Ouais. Beaucoup de courage à vous. Et je salue aussi sur le plateau le collègue coach, M. Smaro et M. Nguessan.
mon collègue président, pour dire que tout ce qu'on fait, il faut qu'on le fasse de façon écuménique. C'est-à-dire de façon collégiale. Nous nous mettons ensemble pour que enfin, les fonctionnaires ivoiriens puissent poindre le jour avec de bons yeux. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, oui. Monsieur Savané. Monsieur Smoro, votre dernier mot. Bon. Je vais rentrer dans... Même si c'est que je dis... Oui. Dis merci à Business 24 et féliciter Business 24. C'est vite vous tendre le bon torchon. J'ai vu cette chaîne-là se mettre en place. Je dis, est-ce qu'ils auront le courage de continuer ce qu'ils sont en train de faire? Je me suis posé cette question quand j'ai vu pour la première fois. Okay. Quand j'ai vu certains éléments de la RTI qui travaillent avec vous. Quand j'ai vu des rédacteurs qui travaillent avec vous, j'ai dit, ceux-là, ils peuvent faire quelque chose. Mais est-ce qu'ils auront le courage d'aller plus loin? Donc, je me tourne vers vous. Il faut que vous sachiez que vous allez attaquer, que vous allez être... N'attendez pas qu'on vous lance toujours des fleurs. Il faut aller discuter de ces genres de problèmes. Quand vous avez un problème, je vous invite à discuter. Moi, je suis votre chaîne. Même à l'étranger, on suit votre chaîne. Il faut que vous puissiez parler crânement de ce qu'on est en train de faire. On fait des propositions. Nous ne sommes pas contre les politiciens. On ne fait pas de la politique dans les ONG. Mais on veut sauver la population ivoirienne. Donc, je dis bien des choses. Je dis vraiment bon vent à Business 24. Merci. Et puis aussi, dire aux collègues qui sont là, les deux présidents, nous sommes derrière, mettez-vous ensemble. Vous allez attraper d'autres. C'est-à-dire le coach est là, il a ses collègues aussi qui connaissent pour que l'entité que vous allez mettre ensemble soit inattaquable. Parce que vous ne savez pas ça, l'autre sert, et puis bon, vous pouvez avancer. Ensuite, nos autorités qui comprennent. On a dit, ah, on crée les ONG pour avoir l'argent. Putain, lui, s'il devait avoir l'argent, il ne serait pas à pied. Voilà. S'il devait avoir l'argent, il ne serait pas à pied. Parce que quand il est payé, il prend son argent pour... Mais celui qui arrive, l'usurier qui arrive, il dit, pardon, donne-moi un transport, je vais aller à la maison. Quand il m'appelle, il dit ça, il dit, bon, fais quelque chose. Il fait. Le fonctionnaire. Le fonctionnaire qui arrive, oui. Il n'a pas le transport. Il y a un qui a marché d'Abobo au plateau. Et quand on lui a donné, lui, il a tout fait, lui a donné 500 francs parce qu'il n'avait pas d'argent lui aussi. Quelqu'un allait le trouver au bureau, il dit, mais ce que tu es en train de dire là, moi, il ne sait pas comment aller. Il a donné 10 000 francs, monsieur. Le lendemain, on a appris que le monsieur allait se pendre. Parce qu'il avait 4 usagers derrière lui. Mais c'est de voir, c'est pas quand on fait une ONG qu'on a, il y a l'argent. Il faut, c'est bon, c'est nous-mêmes qui devons nous donner l'étoffe pour que les gens nous prennent au sérieux. Voilà, donc il faut le faire pour que ça soit ainsi. Et que, enfin, il y a beaucoup de communication sur ce qu'on est en train de faire. La communication, on est en train de faire. Aujourd'hui, on est content, on vient faire une émission à Business 24. Le directeur ne sera pas content avec moi, mais on ne paye pas. On dit on ne paye pas, alors que c'est une chaîne privée, il fallait payer. On est venu faire cette émission. Moi, on ne nous a pas dit de payer, sinon on ne viendrait pas. Donc il faut donner l'opportunité à ceux qui viennent poser les problèmes de venir. Vous le faites. Ne soyez pas pressés, vous allez voir. D'accord. Merci beaucoup, M. Smoro, c'est bien noté. Président Nguessan, on finit avec vous rapidement. Oui, bon, je voulais à mon tour vous dire merci, très sincèrement merci, pour tout ce que vous faites. C'est pas la première fois. C'est nous qui vous remercions. C'est pas la première fois que vous abordez ce épineux problème de l'usure, parce que je l'ai suivi, je crois il y a 2 ans, vous avez fait un bon travail dessus. Je voulais donc vous tirer mon chapeau et vous dire continuez comme ça à nous aider, parce que finalement vous nous appuyez. Et je pense que après notre passage ici, c'est des autres chaînes qui vont courir après nous, parce que les gens ne voulait pas parler du phénomène, mais je pense qu'avec vous, on va continuer à parler. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que je voulais lancer un appel pathétique aux autorités d'abord. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi, malheureusement. Bien que le système soit proscrit, il se déroule dans l'impunité la plus totale. Et ces victimes sont nombreuses. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le cacher. Un certain Ndri Kwaku est en train de mourir parce qu'un usurier l'a fait promener de banque en banque. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'il n'a pas de salaire. Ce monsieur, nous sommes en train de traiter son dossier. Vous comprenez? Si on n'a pas l'appui des autorités, nous, on peut tout faire. Et c'est pour cela que nous avons décidé cette année de mener une campagne à travers
toute la Côte d'Ivoire une campagne de sensibilisation, parce que le coach l'a dit tout à l'heure, il y a un problème de communication, il y a un problème de formation même sur l'éducation financière des populations. Moi je le dis, nous sommes de grands intellectuels, hein, les enseignants et autres, mais je vous assure, il y a beaucoup d'entre nous qui naviguent à vue. Moi, heureusement que j'ai fait la jeune chambre à un plus haut niveau, donc je connais certaines choses. Donc je voulais vous dire merci et dire que nous demandons à toutes les victimes, à tous ceux qui malheureusement sont victimes actuellement, de s'adresser à l'ONG EFACI, parce que nous sommes la solution au problème des usuriers en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur notre plateau. Nguessan et Sankwa Jules, vous êtes le président de l'ONG EFACI, Entraide des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés en difficulté de Côte d'Ivoire. Vous êtes accompagné de M. Soumoro Mamadou, il est votre vice-président. Nous étions avec M. Si Savané Mori-Ferré, il est le président de l'ONG ABEFI, Action pour le bien-être des fonctionnaires ivoiriens. Enfin, Pierre Fabrice Adam, auteur, entrepreneur et coach en gestion efficiente des finances personnelles. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Nous parlions aujourd'hui des usuriers et surtout le calvaire que vivent les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. À bientôt pour une nouvelle émission de Ça fait débat. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.